dans l'histoire récente des 24 heures du Mans, 2015, la Porsche qui gagne, avec notamment Hülkenberg au volant, Tandy, Bamber et Hülkenberg, la Porsche qui gagne, elle était réglée pour des températures fraîches. Maintenant, j'exclurai pas quand même Toyota. Honnêtement, je pense que Toyota avec la 7 pourra être pas loin du podium, voire même sur la plus haute marque. Moi, mon Ouais. favori pour les 24 heures du Mans, victoire au général, pour moi, c'est la 99 qui gagne. Ah, intéressant. Tu veux des Non, arguments tu ou penses? tu veux... Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon fidèle acolyte et rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. 18e numéro, et un numéro qu'on a beaucoup attendu cette semaine parce que c'est tout simplement la liste des engagés que l'on va décortiquer pour cette 92e édition des 24 heures du Mans. Oui, nous y sommes, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Alors comme vous le savez, c'est une habitude, on va vous donner des chiffres, des infos pour continuer de vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance, un monde qui nous fait vibrer, qui nous fait avoir beaucoup de sensations fortes, et on espère en avoir dans la Sarthe, donc pour ces 24 heures du Mans, 92e édition. Ça passe vite et il y a donc 62 engagés, ça c'est pas une nouveauté Geoffroy, mais on sait qu'il y a énormément d'hypercars. Je pense qu'on va se régaler dans cette édition. Ah bah là, on a clairement tous les ingrédients pour une édition mémorable. On a déjà eu en 2023 une édition qui était quand même déjà de très haut niveau. Mais Oui, là, sur le papier, on a encore plus de diversité en hypercar. On a une catégorie GT qui a enfin terminé sa mue et qui est maintenant du GT3 et plus du GTE. Donc on a, pareil, une grosse diversité avec 9 constructeurs différents. On ouais, a toujours nos LMP2 fidèles au poste qui ont certes, elles, une monotonie en termes de châssis, mais on l'a vu avec nos débriefs ELMS, toujours des courses animées. Donc franchement, il y a 3 catégories et il y a 3 possibilités d'avoir des courses hyper intéressantes. Évidemment, je pense que vous qui nous écoutez comme nous, il va y avoir quand même un peu la tendance à se tourner vers l'hypercar, vers la victoire au général. C'est quand même ça qui, en général, occupe un peu plus. oui, Mais les 24 heures du Mans aussi, ce qu'on aime bien, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est parce qu'on en parle toutes les semaines, c'est qu'il y a des histoires dans les histoires, et du coup il va y avoir aussi des choses importantes en P2, en GT3, sur lesquelles on aura le temps de revenir après, dans l'année, des histoires, enfin tu vois, il y a toujours des choses, et là vraiment ouais, ça m'impressionne. Cette liste, on l'a déjà dit quand on l'a évoqué dans un épisode, c'est rare d'avoir une telle qualité, quoi. génial. 186 pilotes en tout pour participer à cette épreuve. Donc je disais 92e édition, les 15 et 16 juin prochains pour ces 24 heures. Donc on retrouve une date normale, j'allais dire, après les petits soucis de Covid et Oh, c'est de derrière nous, dates c'est bon ça, c'est un peu bon. repassées. Voilà, heureusement, les dates repoussées qui nous ont un petit peu, qui nous ont offert des courses assez originales, j'allais dire. Le fait de rouler en août, c'était pas forcément facile. Là au moins, en juin, on retrouvera des dispositions classiques, j'allais dire, avec un grand marshal qui se nomme Kazuki Nakajima. Pas mal aussi. Alors, est-ce à dire que Toyota sera favori pour cette édition? On n'est pas encore dans les pronos. On va en faire des pronostics. On le disait, 62 voitures, 23 hypercars finalement, et non pas 24. On aura bien ces 23 voitures avec Proton qui engagera donc bien plusieurs autos en GT3, 3 en l'occurrence, et une seule en catégorie hypercar. Peut-être que Porsche n'a pas voulu forcer non plus la mise, et que peut-être que Ford, de son côté, voulait absolument avoir 3 voitures engagées. Bon, 23 voitures en hypercar quand même. On va dire que la bagarre va être au sommet entre Porsche, Toyota, Isota Fraschini, Cadillac, BMW, Lamborghini, Alpine et Ferrari évidemment, qui est le tenant du titre, sans oublier Peugeot. On a vraiment une sacrée variété. On a une sacrée variété, ouais, carrément. On a des philosophies différentes, tu sais, entre l'aéro, évidemment, je pense à ce que tu viens de terminer avec Peugeot. Entre la Peugeot qui a une aéro quand même bien particulière, même si elle a évolué et que maintenant elle a un aileron, ça reste une voiture que tu peux identifier au premier coup d'œil. Je suis assez amateur aussi de l'Isota Fraschini qui, à mon avis, va pas briller par ses performances et qui va pas être la voiture la plus en vue, mais qui a vraiment pour moi une gueule de prototype XLMP1, tu vois, très typé. Enfin, j'aime beaucoup. La Cadillac, évidemment, c'est un truc. Enfin, toutes les voitures ont
Oui, ont leur design marquant. La Lamborghini, je bosse un petit peu là sur Lamborghini en ce moment. C'est pareil, quand tu t'intéresses aux détails, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées, tu vois. J'ai découvert ça, mais t'as une prise sur le côté, une prise NACA, donc une prise d'air, qui est inspirée de la Countach. Il y a un passage de roue à l'arrière qui évoque un concept, je crois que c'est la Centenario, machin. Enfin, tu vois, des petits clins d'œil aux connaisseurs de la marque. Enfin, moi, j'adore. Et puis après, t'as la diversité mécanique. Et bien en sûr. plus, tu rajoutes ça, le paramètre humain, avec, bah, là aussi, si tu veux, on peut rentrer dans le vif du sujet, et là, tu vas Ah, bien pouvoir sûr. faire parler ta science. Il y a aussi une diversité en termes de pilotes. Quand tu vois la liste des engagés, où sur la première ligne, chez Cadillac, tu as déjà du Alex Palou, je trouve ça incroyable de le voir au départ. Bon, Earl Oui, Bamber aussi. Après, on enchaîne. Bah, de toute façon, chez Cadillac, les équipages, ils sont fous, quoi. Entre Scott Dixon, Bourdet, Derani, Etken, Drugovic, qui arrivent là. Chez Porsche, c'est pareil. On l'a déjà dit dans le dernier épisode, c'est moi qui l'avais dit. Des épisodes peut-être un peu plus lisses, ou en tout cas avec moins de personnalité flamboyante. Mais des pilotes où tu peux difficilement faire un meilleur niveau. Chez Toyota, c'est dans la continuité, mais c'est du haut niveau aussi. Enfin, il y a vraiment une liste des engagés et des pilotes aussi qui font leur début à ce niveau-là. Je pense à Marcello, qui est un oui. spécialiste du GT, voilà, qui va enfin débuter en hypercar aux 24 heures du Mans. Je pense à Romain Grosjean, évidemment. Enfin, voilà, il y a une. Enfin, moi, je trouve ça dingue, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a une sacrée liste des engagés, hein. En termes de pilotes français, on en a 14 en hypercar. Et comme tu le disais, on a Pas des mal, hein. pilotes qui viennent vraiment de tous horizons différents finalement, parce que on a des champions d'IndyCar, on a des pilotes qui roulent aux États-Unis habituellement, on a des habitués évidemment du championnat du monde d'endurance de la FIA, c'est bien normal. Mhm. On a des pilotes aussi qui viennent de la monoplace récente, en tout cas, Felipe Oui, Drugovich, qui va rouler avec la Cadillac numéro 311, qui a été champion de Formule 2, qui est pilote réserve Aston chez Aston Martin. Martin en Formule Ouais. 1. Tu vois, donc vraiment, on a des anciens pilotes de Formule 1, bien sûr. On a des jeunes hauts dans l'ombre qui veulent se faire remarquer. Moi, je pense à Charles Milesi, qui s'est Bien déjà fait sûr. remarquer en LMP2 et qui, là, avec Alpine, sera là aussi. Mick Schumacher, bah, voilà, des noms prestigieux aussi. Jenson Button, ça sera pas celui qui va être favori, mais en tout cas, il commence à vraiment s'y mettre, à participer dans la Sarthe. Il était l'année dernière avec le projet NASCAR. Cette année, donc, il est avec le team Jota avec Porsche. Voilà, c'est cette variété, moi, je trouve, qui est assez intéressante à voir. C'est un sacré peloton de pilotes qu'on va pouvoir croiser. Alors, j'allais dire, dès les vérifications administratives et dès le pesage, et puis pendant la parade aussi, le vendredi, ça va être quelque chose quand même, dans les rues, de voir des pilotes comme ça, si talentueux et si connus. Je pense que ça sera déjà un temps fort. Je parle pas de la course, mais vraiment de retrouver tous ces pilotes comme ça réunis dans ce centre-ville du Mans. Et puis, tu sais, il y a un truc aussi, moi, parce que je fais partie des vieux de la vieille en endurance, j'ai toujours eu un peu de mal avec. Enfin, en tout cas, il y a rarement eu en endurance ce côté fan. En général, quand tu t'intéresses à l'endurance et quand tu aimes bien cette discipline, tu aimes bien la discipline dans son entièreté. Alors évidemment, il y a des trucs que tu peux moins aimer, des pilotes que tu aimes moins. Mais globalement, que ça soit Toyota, Peugeot ou Porsche qui gagne à la fin de la course, en général, tu es plutôt là pour le spectacle et pour le sport Oui, auto et pour la discipline que pour un constructeur en particulier. Récemment, ça a un peu évolué. La Formule 1 a complètement explosé de ce côté-là et moi, enfin, ça me fume de voir ça. Où vraiment aujourd'hui, on a des spectateurs en Formule 1 qui sont autant aficionados et autant ultra que des spectateurs de foot. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Mon avis perso, c'est que ça va pas dans le bon sens bah, en tout cas, de la discipline. c'est le sens du fait que ce soit de plus en plus populaire. Moi, je trouve qu'on parle de Oui, plus en plus de sport mécanique. alors ça c'est très bien, mais par contre, je trouve que le côté ultra et à soutenir un pilote et du coup jusqu'à en venir à détester un autre ou ne pas le supporter, tu Oui, vois, c'est là où je trouve que c'est négatif. Par contre, en endurance, on a, je trouve, depuis quelques années, ouais, allez, depuis 2 ans, quoi, vraiment, ce côté qui a glissé et qui est plutôt la bonne chose, le côté des personnalités du sport auto qui viennent, encore plus qu'avant. Il y a toujours eu des pilotes connus dans d'autres disciplines qui venaient faire une pige aux 24 heures du Mans, ça existe depuis tout le temps, puisque c'est oui, une épreuve mythique. Mais là, il y en a encore plus, tu vois. Enfin, je sais pas, quand tu vois des mecs qui débarquent, bah, Alex Palou, je le disais tout à l'heure, ouais, et c'est vrai. Scott Dixon, enfin, c'est quand même incroyable. Je veux dire, Scott Dixon, c'est juste une légende du sport auto. Ah bah, il a gagné déjà il y a quelques jours dans les rues de Détroit dans une course complètement folle en IndyCar. Il a 43, il va avoir 44 ans et Ouais. il est encore au sommet. Enfin vraiment avec Sébastien Bourdet et Roger Van der Zandt, moi je pense quand même que ça va être quelque chose cet équipage. J'ai envie d'y croire pour Cadillac. On n'est pas encore dans les pronos mais j'ai envie d'y croire. Non, mais tu vois, t'as des personnalités comme ça. Je pense aussi à des gens qui, à leur échelle peut-être, mais drainent aussi des gens qui sont fans d'eux. Je pense à Mirko Bortolotti,
Je pense à, je sais pas, à Mais même Giovinazzi, tu vois. Marcello. Marcello, évidemment, il a une communauté de gens qui le suivent qui est juste incroyable. Et Will Romain Stevens, Grosjean. Romain Grosjean, enfin voilà, tu vois, tout ça. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est plutôt positif parce que ces mecs-là, en plus, sont pas dans le côté individualiste, à casser les autres, etc. Ils se sont vraiment très bien imprégnés de cette discipline endurance. Et donc, Par contre, le problème de ces pilotes qui ont plusieurs cordes à leur arc, j'allais dire, c'est que ben, ça va encore être un petit souci pendant la séance préliminaire, j'allais dire, les essais préliminaires des 24 heures, parce qu'ils ont une course, notamment les pilotes IndyCar, et donc ils vont pas forcément être là pour prendre leur marque sur la piste cette année. Enfin, est-ce que ça peut leur jouer un petit peu des tours? Est-ce que ça peut jouer contre eux, tous ces pilotes d'IndyCar qui vont devoir être à Road America? je sais, je t'avoue, je sais pas. Non, pas spécialement. Ça concerne peu de pilotes finalement. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, si. Enfin, s'il y a bien un truc qu'on peut dire, c'est que le moindre tour, enfin, chaque tour aux 24 heures du Mans, on le dit souvent, hein, est important et permet d'engranger de l'expérience. Là, ça va être encore plus le cas parce qu'on a pas mal de voitures qui sont nouvelles. Je pense à la BM, je pense à la Lamborghini, à l'Alpine, Oui. la Peugeot plus ou moins Bah, aussi, la parce Peugeot aussi, que ouais, la Peugeot finalement. aussi, franchement. Et du coup, la journée test, il va falloir que ça se passe sans accroc. Et puis après, finalement, les séances d'essai, elles sont beaucoup plus limitées que par le passé. Alors, j'ai pas le déroulé en tête, mais moi, j'ai des souvenirs où la semaine des 24 heures du Mans, ça roulait tout le temps, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je suis encore dans l'ancien déroulé de la semaine où t'avais la séance d'essai 1, genre 16 h, 20 h. Après, ça Si, mais roulait c'est de ça. 22 h à minuit. Le lendemain, c'était 16 h, 20. Ça roulait, mais 10 h, 12 h avant la course. Là, maintenant, c'est quand même un peu plus réduit. Ils sont Ouais, toujours un, 3 par un voiture. tout petit peu plus, mais franchement, pas grand-chose, hein. Ça roule encore pas mal, hein. Ouais, mais il y a quand même maintenant, il y a cette attraction autour de l'hyperpole. Et donc, ce côté, il faut trouver la performance rapidement si tu veux en être de cette séance Oui. d'hyperpole. Et après, tu peux dérouler ta séance de travail et avoir les essais libres pour finir de peaufiner le setup, etc. Mais je trouve que quand même, la nouvelle formule avec l'hyperpole, c'est 2020, T1, c'est Oui. arrivé. Je trouve que ça change un petit peu quand même la philosophie. T'as moins ce côté, on passe une semaine à rouler et on prépare le Mans. À un moment, j'avais le sentiment que pour les équipes, il y avait vraiment ce côté très long où la semaine ça roulait tout le temps. Et là, waouh, faut tout de suite être incisif, quoi. Déjà, la journée test, à mon avis, tu vas avoir des performances ou des. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça a Ouais, un peu non, c'est changé. c'est intéressant. Bon, après, tu as toujours, je vais rassurer tout le monde et on reviendra sur la liste des engagés plus précisément. Évidemment, il y a toujours la séance d'essai libre numéro 1 entre 13h30 et 17h. La séance qualificative, déjà, ouais, de 19h à 20h, c'est donc le mercredi 12. Et c'est 1 heure On a seulement, une tu vois. séance. C'est 1 heure seulement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, on a une séance d'essai libre numéro 2, donc de 22 à minuit. Donc c'est vrai qu'on a que 2 heures, entre guillemets. Le jeudi, bah, c'est ce que tu disais, il faudra être tout de suite prêt, parce qu'il y a la séance d'essai libre numéro 3 entre 14h30 et 18h globalement. Et puis ensuite, on a l'hyperpole qui arrive assez rapidement, et suivi de la séance d'essai libre numéro 4 qui, elle, va être plus pour peaufiner les réglages en vue de la course, parce que bah, on a une heure un peu plus hein, de roulage seulement. Donc dès le jeudi, il va falloir être dans le coup parce que bah, ensuite on ne roule que le samedi pour le warm-up. Et ça, c'est le programme idéal. C'est-à-dire que c'est pas. C'est Oui, s'il n'y a sans pas de problème. drapeau rouge avec un mec en P2 qui s'éclate et que du coup, faut refaire du rail. Et que. Ah, parce qu'après, tu sais, t'as les courses de support, t'as de la Lamborghini, t'as C'est vrai. le Road to Le Mans. Enfin, alors ça, ils ont plus ou moins équilibré parce que maintenant, ça roule le vendredi alors qu'avant, ça ne roulait pas. Donc, ok, certes, ils ont rééquilibré et t'as un peu plus de souplesse. Mais quand même, il peut y avoir des séances qui sont écourtées. Donc, voilà. Bon, alors, plongeons dans la liste des engagés parce que là, je diverge sur l'organisation. Non, non, On mais c'est s'en bien, c'est fout. important. On est dans Ouais, ouais, non, la, mais bon. on est dans l'ambiance, j'allais dire. Bon, on a déjà bien débroussaillé le terrain, j'allais dire, pour Cadillac qui nous vient pour une des voitures du championnat IMSA. On a fait Oui. un épisode dédié justement sur l'apport de l'IMSA en vue des engagés. Donc Cadillac, je pense qu'ils sont bien armés. Il y a 3 voitures donc Oui. engagées. Je mettrais plutôt une pièce sur les voitures engagées par l'équipe Chip Ganassi de façon assez bizarre parce qu'on sait que Chip Ganassi ne sera plus l'exploitant, j'allais dire, de cette licence Cadillac dès l'année prochaine. Mais en tout cas, moi, je mettrais bien une petite pièce sur la numéro 3. Porsche, je crois qu'on a été clair, c'est quand même grandement des favoris, hein. Ah bah pour moi, carrément, Porsche. Enfin, pour moi, c'est Porsche qui gagne.
Ah, ouais, mais enfin, Toyota, l'année dernière, ils n'étaient pas passés loin. Je pense que la victoire était quasiment pour eux. Là, ils se montrent pas trop depuis le début de saison. Est-ce qu'ils pourraient pas sortir du bois avec un équipage De Vries, Kobayashi, Conway, par exemple? Si, ah bah ça pour moi ça va être très très en avant. Alors juste parce que tu vois, je voulais retrouver la stat pour pas dire de bêtises vu qu'on est précis. Tu parlais de Cadillac, ils ont une stat qui est quand même top que j'ai trouvé sur Twitter, sur X anciennement Twitter, avec Ouais. le compte Wexstat. Cadillac l'année dernière a fait un, un taux d'arrivée. Enfin, ils ont eu 100% de leur voiture à l'arrivée. Alors certes, il y en a une qui était troisième, je crois. Il y en a une qui finit 17, enfin je crois qu'ils font 3, 4 et 17, un truc comme ça. Mais Ouais. ils ont 100% de leur voiture à l'arrivée, donc 3 sur 3. En WEC, en... c'est la quatrième fois seulement qu'un constructeur a 100% de taux d'arrivée. C'est-à-dire que si tu prends toutes les voitures qui ont participé à une course en WEC, On parle que du Mans, hein. on parle que du Mans, oui, pardon. Oui, 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 mais je parle de l'ère WEC, quoi, donc depuis 2012 en gros. Ouais. Il y a que 4 constructeurs qui sont parvenus à avoir 100% de leur voiture à l'arrivée. Est-ce que tu les as ou tu veux que je te les donne? Alors, moi, je dirais qu'il doit y avoir du Audi, il doit y avoir du Glickenhaus, Alors, il y a et Glickenhaus, ouais, exactement. il n'y a pas Audi? Non, il n'y a pas Audi. Glickenhaus, non, non, parce qu'il y a eu des abandons Ah chez oui, il y a eu Audi. des accidents. C'est Non, vrai, c'est vrai. Glickenhaus, Sur l'ensemble des engagements. ils ont fait effectivement 6 sur 6. Donc, à chaque fois, les deux voitures, 2021, 22, 23, toutes les voitures étaient à l'arrivée. Les mêmes châssis d'ailleurs, je crois. Donc, ça, c'est juste dingue. Attends, Euh, non. 4 constructeurs ouais, depuis le WEC. ouais, donc Cadillac, Glickenhaus. L'autre, c'est 2023 aussi. Il y en a un autre, c'est 2023. Oui, Bah, je du te coup, parle pas Ferrari. des. Euh, Ferrari, ils ont terminé à chaque fois, du coup. oui, c'est vrai. Mais du coup, je pense que la stat, elle est valable pour l'ensemble des modèles. Tu vois? Donc du coup, D'accord. il doit prendre en compte les Ferrari en GTE ou un truc comme ça. J'imagine. Ok, Parce que ok. sinon, je suis d'accord avec toi, les Ferrari, c'est bon. Non, c'est Peugeot qui a fait 2 sur 2. Les deux voitures étaient à Ah, pas l'arrivée. mal. Et sinon, le Ok. quatrième constructeur, c'est Riley en 2017. Ah oui, d'accord. Ah, là, c'est spécialiste. Ouais, voilà. Donc, non, alors, pour revenir, pour être plus sérieux, pour revenir au. Moi, Toyota, j'y crois beaucoup. Et je pense que Toyota, évidemment, va être devant, aux avant-postes. C'est ce qu'on voit un peu depuis le début de la saison. Pour moi, ça va être une bataille Ferrari-Toyota, comme l'année dernière. Oui. Porsche a pas eu besoin forcément de la balance de performance, mais a fait son travail et est revenu, c'est même pas est revenu, c'est passé devant, ils ont gagné au Qatar. Donc pour moi, Porsche est largement au niveau et va se mettre dans cette bataille. Et clairement, Cadillac, bah, Cadillac pour moi c'est un peu l'inconnu. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Les pilotes ont une schkoumoun, enfin, Ça, c'est vrai. entre les touchettes, entre les incidents techniques, mécaniques. D'autant plus que, alors je sais hein, que la qualif ne joue pas beaucoup, mais cette Ouais, Cadillac numéro 2 avec Earl Bamber sera pénalisée hein, pour la manœuvre c'est vrai. à Spa-Francorchamps. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Il y a pas grand enjeu, j'allais dire, de partir aux avant-postes. C'est peut-être même mieux de partir dans le fond du groupe de tête, j'allais dire, parce qu'on sait qu'au premier virage, généralement, ils sont un peu chauds, les pilotes. Ouais, pour moi, un des éléments, ça va être dont on peut parler, parce que, enfin, je sais pas où vous vivez en France, mais je pense que vous êtes comme nous, ça fait à peu près 8 ans qu'il pleut et qu'il fait froid. C'est vrai, 8 ans, 8 9 ans. Non, mais c'est dingue, quoi. On n'a pas vu le soleil depuis je sais pas combien de temps. Et je pense que ça peut être un élément qui va jouer aux 24 heures du Mans. Je dis Oui, ça en termes de stratégie. en termes de stratégie et surtout en termes de comportement de la voiture. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas, je suis pas Madame Météo, je sais pas quel temps il va faire. Là, on enregistre la course, on est le 3 juin, donc la course est dans un peu moins de 2 semaines. Je sais pas quel Ouais. temps il fera dans 2 semaines. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans l'histoire récente des 24 heures du Mans, 2015, la Porsche qui gagne, avec notamment Hülkenberg au volant, Tandy, Bamber et Hülkenberg, la Porsche qui gagne, elle était réglée pour des températures fraîches. Et c'est la nuit qu'ils ont fait la différence, parce qu'ils avaient anticipé ces conditions météo qui allaient être très fraîches, exceptionnellement fraîches pour Le Mans. Et ben Et là, ça, on peut le faire quand on a plusieurs voitures. Et donc, tu oui, parles de Porsche, c'est pas oui. étonnant aussi de les retrouver comme ça. Ferrari pourra peut-être, avec sa troisième voiture, jouer un petit peu, mais il faudra être intelligent cette année. Et peut-être que le problème de mise en température des pneus, notamment en sortie de stand, peut-être que le problème de dégradation ou de graining que les Cadillacs semblent avoir sera moins fort si la température est comme ça. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les constructeurs, effectivement, vont avoir cette liberté pour pouvoir faire des stratégies différentes. Et moi, je te donne mon favori, comme ça, tu l'as tout de suite, et après, je sais que ça va te faire réagir.
Moi, mon Ouais. favori pour les 24 heures du Mans, victoire au général, pour moi, c'est la 99 qui gagne. Ah, intéressant. Tu veux des Non, arguments tu ou penses? tu veux... tu veux Attends, la 99 avec alors deux experts, Andlauer Yanni Hmm, et Harry Tinknell qui connaît bien le Mans également, hmm, avec Proton. hmm. Bah c'est vrai qu'alors là je veux bien les arguments parce que cette Porsche elle Alors, est bien pilotée et elle est toujours aux avant-postes. D'ailleurs, on l'a vu aux avant-postes à Imola, c'est peut-être ça aussi alors ton voilà. référentiel. Bon, exactement. 3 arguments. Imola a plutôt une bonne prestation qu'on doit à 80% à Julien Handlauer qui était juste on fire. Je pense que là, il sera dans les mêmes conditions. Il y a pas de raison. Oui. On peut espérer que Niliani soit au volant dans des périodes où il y a un peu de safety, où il y a des slow zones. Enfin bref, Niliani, là, je trouve personnellement qu'il a un peu perdu de sa superbe en termes de vitesse de pointe. Donc, Il est tellement fort en termes d'exploitation de la par contre, il voiture a une et de constance, voilà. réglage. Et puis surtout, c'est un mec qui va jamais être dans le mur. Donc, de toute façon, tu sais que lui, quand il est au volant, normalement, ça plante pas. Et Harry Tinknell, je vois bien ça aussi parce que, je sais pas, je le sens bien dans l'épopée Ford notamment. Enfin, c'est un mec qui est souvent quand même bien, tu vois. Et là, je pense que ça peut transformer. Bah, Ils ont entre les il mains est une mieux, Porsche. Ouais, j'allais dire, il est mieux en proto qu'en GT, hein, voilà. Tinknell. Ils ont entre les mains une Porsche 963 qui est, à mon avis, la voiture qu'il faut avoir cette année pour gagner. Et en plus, puisque on est dans un sport qui a une histoire assez riche, chez Proton, ils ont pris une déco qui est un hommage à la livrée de la voiture Oui, en 94. qui a gagné Le Mans 94. Ouais, mais le clin d'œil de l'histoire. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, ça ferait Ça une peut. victoire justement pour une équipe privée encore, après celle de Jota à Spa-Francorchamps. Pour moi, y a tout qui converge vers ça. Oui, mais c'est pas vraiment ce que Porsche veut. C'est ça Ah, la seule mais il y différence. a ce que Porsche veut et ce que Porsche aura. Je pense que. Je te dis pas que ça va être un défilé et que cette Porsche, elle va partir et qu'elle va dominer 23h30 de course. Je pense plutôt que, au rythme, au train, il y a des trucs qui vont émerger. Les Porsche, ils vont peut-être avoir un problème récurrent sur leurs 3 voitures officielles. Et puis, la Proton, elle aura pas ce problème-là. Tu vois, Ouais, ouais, non, c'est intéressant. tu Ah, vois, j'aime bien aussi les chiffres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. un peu l'épopée Peugeot 908 ou la Peugeot Oreca avec Loïc Duval au volant, c'est la dernière à avoir pété en 2010, quoi. Parce Oui. que ils avaient tous le même problème, mais je pense que ils ont ménagé un peu plus leur monture, et encore que Loïc Duval avait fait un record du tour qui était incroyable. Mais tu vois, l'approche, l'exploitation privée, je pense, peut permettre d'avoir, Tra. voilà. Ouais, ouais. Non, mais c'est dur de faire un pronostic. Donc, ok, je prends. 99, je prends. Moi, je persiste et signe. Alors, ça va être très dur, hein. C'est vraiment outsider complet, mais Sébastien Bourdet, je Roger Van der pense. Zandt, Scott Dixon. Voilà, à la 3, parce que je me dis Ouais, que Cadillac peut oui. avoir son mot à dire. Maintenant, j'exclurai pas quand même Toyota. Honnêtement, je pense que Toyota avec la 7 pourra être pas loin du podium, voire même sur la plus haute marche. Donc voilà un peu nos pronostics pour l'hypercar. On n'a pas vraiment parlé de Peugeot, de Ferrari. Est-ce que tu penses que Ferrari, sur la stratégie, peut essayer de s'en sortir? Est-ce que Peugeot peut encore être au rendez-vous comme l'année dernière, finalement, dans les heures de nuit? Moi, mon sentiment, c'est que le meilleur ennemi de Ferrari, c'est Ferrari. C'est Eh oui. les pilotes entre la 50 et la 51. Au Qatar, il y a eu des coups de portière. La saison dernière aussi, il y a eu des coups de portière. Enfin, je veux dire, Je crois que c'est une guerre interne, oui. T'as ouais, raison. Calado, quand il se retrouve face à Nielsen ou face à Foucault, franchement, il y a des moments où c'est tendu, tu vois. Pierre Guidi, c'est quand même pas le mec le plus fin. Hein. Je vais pas ressortir l'épisode de Bahreïn contre Porsche. Bref, Pierre Guidi, pour moi, excellent pilote, mais il manque quelques neurones quand il faut prendre des décisions. Ah ouais, Euh, tu penses ça, parce qu'il gagne quand même souvent les classiques, hein, Ah lui, non, hein, les mais, 24 non, heures, mais il est là, Pierre hein. Guidi, pilote exceptionnel. Mais Spa-Francorchamps, les dépassements à l'extérieur Ouais, sous la ok. pluie. Non, mais pour moi, il est incroyable. Mais je pense que ce moment où il peut se retrouver face à un équipier, où c'est là où justement, tu sais, il faut apprendre à lâcher et se dire, ok, mais c'est marrant, ça fait vraiment un parallèle avec la Formule 1. Enfin, pardon de dévier là-dessus, mais Ouais, tu ouais, vois, c'est vrai. tu sais, c'est tout le shitstorm que se prend Esteban Ocon en ce moment par rapport à l'accident qu'il y a eu à Monaco. Euh, ouais, effectivement, enfin, moi, c'est mon impression, encore une fois, c'est mon avis personnel. Effectivement, il a merdé et il est pas trop excusable sur cet accident parce qu'il y a eu des consignes d'équipe, parce qu'il y a eu cette consigne de pas se Ouais, dépasser d'accord. entre Ouais, équipiers au premier mais tour, attends, machin. les premiers adversaires, c'est quand même tes coéquipiers, Encore hein. plus en Formule 1 quand t'es l'un contre l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, je pense que on peut avoir, tu vois, je fais un pronostic aussi. Je pense qu'on risque d'avoir pendant la course cette année
une guerre fratricide entre la 50 et la 51, ou même avec la 83 d'ailleurs, qui est semi-officielle, on va pas se mentir, où ils peuvent se faire du mal les uns les autres, alors qu'ils sont quand même tous les trois dans le même intérêt, c'est de faire gagner Ferrari, tu vois. Et je pense que c'est parce que les pilotes, on a des pilotes clairement typés monoplace et individualistes, enfin, voilà, Ouais, c'est vrai. clairement, ce que tu as un peu moins, ou en tout cas ça a été un peu plus gommé chez Porsche. Je pense qu'un complètement. Kevin Estre, par exemple, je prends lui parce que je le vois là sur la 6. Kevin Estre, je pense que c'est comme tous les pilotes, il a un ego, il a envie de briller, il a envie d'être meilleur que les autres. Et putain, tu peux pas rêver mieux quand même comme coéquipier. Je veux dire, je pense que le gars, en plus avec Lauterer et Vanthoor par exemple, si c'est pas la 99 qui gagne, pour moi c'est celle-ci, tu vois. C'est vraiment des gars qui vont jouer le jeu d'équipe. S'il y a une consigne de Porsche, ils vont l'appliquer. Enfin, t'as pas l'ombre d'un doute avec ces gars-là, quoi. C'est sûr. Ouais, et surtout qu'au championnat du monde de la FIA, ils ont fait premier, deuxième, deuxième. Hein. Donc Bah je ouais. pense qu'ils sont assez expérimentés. Toi, tu vois pas trop, pour l'instant, en tout cas, cette l'une des deux voitures, en tout cas, de chez Jota. Toi, tu vois pas une surprise de leur part. Hmm. La Bah, 12, par exemple. ouais, la 12, oui, parce que l'autre, bon. J'aimerais bien, si, j'aimerais bien. Je pense que ça va être des animateurs du début de course comme l'année dernière, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ok, ouais, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Après BMW, moi je suis un peu déçu et je pense qu'ils malheureusement, même avec tout l'apport de WRT, ils font pas grand-chose cette année. Et les pilotes qu'ils ont. Mais voilà, c'est vrai qu'en hypercar, tu vois, même là, on passe plusieurs minutes et on n'a pas vraiment de Et certitude, hein, et c'est ce qui est bien. Alpine, toi qui as, Alpine, ouais. je me dis que ça peut peut-être faire quelque chose sur les premières heures, mais ça va être difficile sur le long terme. Espérons qu'en termes de fiabilité, ça soit au niveau. Je vois bien la 35 sortir un petit peu du lot, Mhm. comme ça a été le cas un petit peu depuis le début de saison. Hein. Ils réussissent à s'en sortir, voilà, dans le top 10, mais je les vois pas aller, malheureusement, se battre pour le podium. Non, ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il va y avoir ces deux pelotons d'hypercar. Et alors Peugeot, on n'a pas trop parlé, mais Peugeot, tu penses que ça Non, va mieux marcher? j'espère, avec cet aileron, c'est vrai qu'ils ont eu l'air d'être plutôt satisfaits. Alors pas forcément sur un tour et sur une performance pure, mais sur un confort de pilotage, Mais sur ouais, une exploitation de pneus. C'est là-dessus où ils vont pouvoir jouer et je pense qu'évidemment au Mans, c'est la capitale. ils ont enlevé le fusible Menezes, donc normalement déjà il y a une partie du problème qui est. Non, mais c'est vrai. C'est Je suis vrai, dur, c'est hein. vrai. Mais Bah, surtout Stoffel Van Dorn méritait vraiment d'avoir une place, hein, et très content qu'il soit dans la 94 avec Loïc Duval et Paul Di Resta. par contre, ça, j'ai quand même un regret. Je nourris un regret éternel par rapport au programme Peugeot, c'est que Kevin Magnussen a été rappelé en Formule 1 parce qu'il nous aurait fait des choses. Il nous aurait fait des étincelles en hypercar, ça aurait été superbe. Ah oui, Parce ah, qu'il je est pense. en Oui, je sais ce pas si moment, ça aurait il est été vraiment super. sur une série en Formule 1 incroyable, hein. Enfin, si vous suivez pas trop la Formule 1, moi je la suis de très loin, mais les exploits de Kevin Magnussen en F1, c'est juste superbe hein, actuellement, hein. Mais est-ce qu'il peut revenir chez Peugeot? Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne Non, je question, ça, pense parce pas. que Ouais, parce non. qu'ils ont un tropisme avec les Danois, peut-être, ouais. Ah oui. Mais en tout cas, non, mais plus sérieusement, il aurait fait de la casse lui, hein. Et Menezes, je le charge le pauvre. C'est parce que l'année dernière, il l'a foutu au tas à la première chicane. Elle était difficile, hein, elle était Oui, difficile, voilà, cette c'est édition, lui, cette ça aurait pu. voiture, Ouais. pas forcément simple non plus. Non, mais ça aurait pu Bon, être un autre, voilà. C'est juste que, oui, quand il faut faire des arbitrages, tu préfères garder Gustavo Menezes et Loïc Duval, bon bah, il n'y a pas trop de questions à se poser, quoi. oui, voilà, c'est ça. On est d'accord, on est Mhm. d'accord. Bon, voilà, en tout cas, pour le tour d'horizon Hypercar, on aurait pu passer encore un petit peu plus de temps, mais je retiens que la Porsche Proton sera à surveiller. Et puis, bah, moi, je vais surveiller ma Cadillac numéro 3, et puis voilà. Après, voilà, c'est mon pronostic. Et puis derrière, on fait la 4, la 5, la 6, tu les mets dans l'ordre que tu veux, mais tu fais les 4. Moi, pour moi, les 4 premières places, c'est Porsche, quoi. Mais par contre, la course va être très Ah, animée. carrément! Ouais, je Ah pense. oui, d'accord. Mais par contre, la Ah course va non, être je vois très comme animée. Toyota. Moi, je pense qu'on peut peut-être avoir 10 voitures dans le même tour à l'arrivée en une minute, quoi. Ça va être hyper animé. Il va y avoir 70 changements de leader. Ça va être dingue. Mais je pense que c'est Porsche qui, au final, tire les marrons du feu, quoi. Oh, ça va être top. J'ai déjà hâte d'y être et déjà hâte d'être à cette journée finalement préliminaire pour connaître un tout petit peu quelques tendances aussi. On fera un épisode, hein, je pense, pour revenir sur cette journée préliminaire. On va essayer de faire des épisodes plus ou moins longs sur cette semaine des 24 heures. Alors, pas sûr qu'on en fasse beaucoup, mais en tout cas, on va essayer
d'être complet parce que voilà, c'est la semaine de l'année, la 24e semaine de l'année que l'on attend tous évidemment. C'est 24 heures du Mans, 92e édition, le numéro 92, on va le retrouver sur une Porsche, tiens, en LM GT3. Avant de passer au GT3, on va rapidement revenir sur les LMP2, une catégorie, Mm. moi qui me tient à cœur, hein, évidemment, tu sais mon affection pour le LMS et pour cette catégorie avec des Oreca 07 à moteur Gibson. Elles seront 16 quand même, ces LMP2, et je pense qu'elles auront leur mot à dire aussi en termes de spectacle, Bien sûr. parce que bah ouais, on a eu l'année dernière une course folle dans toutes les catégories, et dont le LMP2 où on avait la bataille entre Inter-Europol et la voiture de chez c'était qui WRT qui se battait. Non, attends, c'était qui était juste derrière? Je ne sais même plus. Si, je crois que c'était Non, WRT. Ouais, oui, oui. Je sais plus, écoute. Et, et vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Donc voilà, on sait très bien que généralement, les LMP2, c'est une discipline qui est très très animée. Je ne sais pas vraiment qui mettre en avant là-dessus. Alors ce que je sais, c'est qu'il y a 7 Français engagés, 13 équipes en tout, et il y a 3 équipes avec 2 voitures. Il y a Cool Racing, Algarve Pro Racing et United Autosport. Est-ce que ça peut être un avantage? Potentiellement, hein, là aussi avec 2 voitures engagées, on va se dire qu'on peut peut-être prendre des informations sur telle ou telle stratégie. Ouais, je pense que t'as soulevé le truc effectivement pas mal. Le fait d'avoir 2 voitures va peut-être faire la différence, surtout si, je le répète, les conditions météo sont un peu compliquées et qu'il Mm. faut choisir le bon pneumatique. Enfin, quoique au Mans c'est assez binaire, hein, c'est où tu mets des pluies, où tu mets des pneus slick, mais peut-être qu'il va y avoir ça. Moi, je vois aussi un autre élément, c'est la composition des équipages avec le niveau des pilotes. Oui, Peut-être que ce sont les équipages sur lesquels il n'y a pas de pilote bronze. De toute façon, il y a le classement Pro-Am, hein, mais ce que je veux dire, oui c'est c'est vrai. que... Tu as LMP2 et Ouais, LMP2 Pro-Am. En fait, voilà. tu as 8-8. C'est assez bien équilibré. Mais du coup, ouais, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que si on met le Pro-Am de côté, dans les équipages Pro, enfin P2 tout court, euh, là, il y a un petit peu de différence. Il y a quelques pilotes Platinum qui sont présents, faut quand même Oui. le dire. Je pense à Ben Bernicot, je pense à Patrick Pilet. Moi, je vois bien... Ah oui, chez Vector. Patrick Pilet avec Stéphane Riquelme et Ryan Cullen. Ça, c'est quand même fou, hein. Voilà, donc là, pour moi, la Vector Sport, tu vois, ça peut le faire, mais Vector, j'ai toujours un peu de mal à voir si ça performe ou pas. Mm. Moi, je vais pas être très original pour le coup en P2. Je vais faire dans la continuité un peu de la première manche LMS, je vais mettre Cool Racing avec Fluxa, Jacobsen et Miyata. Pour moi, Ritomo Ah, tu Miyata, penses c'est quand que... même... bah, c'est du gros niveau. Ça va être sa Ouais. découverte des 24 heures du Mans, si je dis pas de bêtises. Il a fait beaucoup de courses, mais il n'a pas fait les 24 heures du Mans, oui, tout à fait. Et Lorenzo Fluxa, bah, c'est pareil. Donc, ouais, surprise, enfin, grosse prise de risque, mais eux, je les vois bien. Après, United, il faut jamais les oublier. Oui, oui. Mais United, je les vois plus briller du coup en Pro-Am avec la 23, celle avec Kitty. Kitty, il gagne tout le temps au Mans. Enfin, non, il gagne pas tout le temps, parce Oui, que... oui. Ah, je pense qu'en Pro-Am, c'est vrai que si on doit faire un Ouais, pronostic, oui. je dirais que ça va se jouer. Allez, je vais donner le podium. Je vais pas donner Allez, le vas-y. vainqueur parce que ça va être difficile. Je vais dire que la 14 sera sur le podium. Mhm. La 23, parce que la 14, c'est AO ITF avec Louis Deletra, avec Oui, Alex Quinn et PJ Hayet. oui, ça Donc va, c'est ça solide. va se jouer en fait au pilote bronze, hein, Oui, bien sûr. clairement. Parce que Louis Deletra, Alex Quinn, c'est vraiment des très très forts. Parce qu'Alex Quinn, on le connaît pas trop ici en Europe, mais aux États-Unis, il est assez redoutable. Albuquerque, Hanley, bon bah ça roule. Avec Ben Keating, faudra voir ce que ça donne. Mhm, sur la Et puis 23. le troisième, je dirais la 33 de chez DKR. Franchement, avec René Binder, Lorenz Heur et Alex Matchoul, je pense que ça va être très très costaud en pro-am. Et je n'exclus pas que la catégorie P2, alors même si on a double catégorisation, mais soit remportée par une pro-am, hein. Ça, Ah c'est à ouais? ne pas exclure, hein. Ah oui, non, moi, tu vois, j'irai pas jusque-là. Non, par contre, moi, je mettrais Ah peut-être une ouais? pièce à suivre sur la 24. Parce que j'aime bien David Heinemeier Hansson. Et du coup, il y a Fabio Scherer qui a gagné l'année dernière, qui se retrouve versé chez Nielsen. Oui. Celle-ci, je sais pas, j'ai envie d'y croire un peu. Ouais, pourquoi pas? Moi, je suis assez déçu de chez Nielsen et de la part de l'équipe Nielsen Racing, que j'aime bien au demeurant, mais ils se sont séparés d'Albert Costa, qui avait Oui. été l'un des artisans de la victoire l'année dernière avec Inter-Europol. Ça a été extrêmement surprenant, vraiment. Bah, écoute, en tout cas, c'est hyper ouvert. Et comme tu vois, à chaque fois, on le dit, mais tout le monde a le même châssis, mais impossible de savoir comme ça qui va. Enfin, Ah, impossible.
honnêtement impossible. C'est vrai que l'équipage Cool Racing, la 37, Oui. a l'air d'être plutôt pas mal. Moi, je vois bien aussi potentiellement, voilà, pour, alors on parlait des chiffres, etc., pour célébrer avec Matra Oh oui. la victoire en 74, évidemment, Idexport. Ouais. Ah ouais, avec Van Heutert, De Gerus et Lafargue, ça peut être solide aussi. Ok. Comme quoi, Oui, 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 oui. c'est difficile hein, de faire des pronostics. Moi, c'est plus facile de faire des pronostics en Pro-Am LMP2 qu'en catégorie LMP2 traditionnelle. Donc, bon, on verra, mais je pense qu'on va se régaler quand même. Franchement, on va se régaler avec des pilotes qui découvrent le Mans aussi. Et on a un sacré potentiel en LMP2 parce que les pilotes qui sont en LMP2 préparent finalement aussi leur avenir pour rouler en hypercar. Certains déjà roulent. Louis Delettra a gagné les 12 ans de Sebring quand même hein, avec Acura, donc Non, mais c'est pas rien. y a ça, il y a ce paramètre-là aussi. Et c'est pour ça notamment que je pense à la Cool Racing, parce que Miyata, qui est protégé de Toyota, enfin qui est protégé, qui est dans la filière Toyota, c'est pas... il est aussi clairement là pour faire une perf et pour montrer qu'il a un rôle à jouer l'année prochaine en hypercar. Donc il y a C'est aussi ça. cette... Malte Jacobsen est suivi par Peugeot. Voilà. Donc voilà, non, non, c'est vrai. Donc il y a ça. Bon alors, si déjà on a des difficultés avec le P2, comment on fait avec le GT3? On fait une émission spéciale ou Ah, pas? Parce que... on va pouvoir faire une émission spéciale, ouais, c'est vrai. On voulait faire pas trop long sur cette liste des Ouais, engagés. non mais là le Mais GT3 bon, c'est après, incroyable. bah c'est génial. Attends, LMP2, il y a 16 engagés, c'est déjà complètement fou. J'ai pas oublié la F Corset, hein, la l'Oreca numéro 183, avec François Perraudot, Nicolas Varonet et Ben Barnicotte, mais je les vois se placer, mais je sais pas, je les vois pas vainqueurs en pro. Ouais, je suis On d'accord. verra si je me trompe. Je suis d'accord avec On toi. verra Je si sais je me pas trompe. pourquoi, parce que pourtant, t'as des pilotes qui sont Ah bah c'est très bons. clair. Hein. François Perraudot, on en parle souvent. En tant que gentleman driver, waouh, un mec solide quoi. Ben Nico Barnicoat. Varonet qui va découvrir la P2 quand même, Ouais, en mine de fait, c'est rien. ça. Pour moi, c'est ça le point faible. C'est que t'as Ben Barnicoat qui est pareil, qui a une expérience de fou. J'ai pas mal d'images en tête de lui Oui. en McLaren, je crois, ou tu vois, en British GT. Enfin, c'est un mec qui a vraiment une solide expérience aussi. Mais je vois pas le fil entre les trois là. Je suis un peu Ouais, à moins. voir. Ouais. Si ça se trouve, ils vont nous. Bon, Ouais. est-ce qu'on va voir le fil en LMGT3 avec Ah. 23 engagés? On parle aussi des Français qui sont dans cette catégorie. Alors 6, il devait y en avoir 7. Et là, tu me vois venir parce qu'on va parler des Iron Dames, évidemment, avec Sarah Bovy, avec Michel Gatting, et il devait y avoir Dorian Pain. Et malheureusement pour la Française, eh ben, elle s'est blessée aux côtes en monoplace Hmm. et elle se retrouve sur le banc de touche. Alors est-ce que cette Lamborghini de chez Iron Dames peut s'imposer avec donc Bovy, Frey et Gatting, un équipage que l'on connaît bien? L'année dernière, elles étaient tellement déçues. Il y a eu un petit souci, en fait, elles ont, je crois, tenté de ne pas changer les freins, et malheureusement, 24 heures, ça passait pas avec la Porsche l'année dernière. Écoute, pour moi, avec Raël Frey au volant, c'est un peu moins de chances de gagner que si c'était Dorian Pain. Je te le dis comme Ah, je tu le penses? pense. Ok, Ouais, ok. Dorian, pour moi, elle est quand même à un niveau. Enfin, elle est plus rapide que Raël Frey, c'est pas un secret. Euh, Par contre, bon, quand je vois la solidité de la prestation, enfin, depuis le début de la saison, elles ont pas de chance parce que où il y a un drapeau rouge, où il y a un safety car qui sort au mauvais moment, mais depuis le Oui. début de la saison, elles sont quand même au-dessus du lot en GT3, en ELMS, en WEC Avec la Porsche. avec la Porsche. En WEC, à Spa, clairement, c'est la sortie de Earl Bamber qui a, exactement comme la victoire au général, hein, c'est ça qui a tout déclenché et qui fait qu'elle ne gagne pas, mais elles étaient quand même aussi plutôt rapides. Sarah Bovy a Oui. fait un premier relais juste incroyable. Michel Gatting, elle a fait le boulot aussi, elle était tellement déçue à l'arrivée. Enfin, donc j'espère que ça. Moi, si tu me demandes mon favori de cœur et qui j'ai envie de voir gagner, clairement c'est la 85. J'ai envie Ok. qu'elle gagne Le Mans cette année, ça serait génial. Est-ce qu'elles vont y parvenir? Je te dis, je mets juste un petit bémol sur le changement d'équipage de dernière minute. Mais encore que Raël Frey, elle a quand même plus d'expérience que Dorian Pain au 24 heures du Mans. Puisque Dorian Pain, c'était sa première édition l'année dernière. Hein, donc, C'est vrai, c'est vrai. Elle a participé en proto l'année dernière, ouais, Dorian chez Pain. Prema. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de voitures différentes, d'équipes Oui, différentes, alors, que... donc répétons-le. Donc tu nous as dit qu'il y avait 9 constructeurs différents Ouais, dans cette ouais, catégorie 23 GT. engagés, Est-ce qu'on 9 châssis on différents. serait pas, mais on serait pas dans une ère vraiment intéressante, un peu comme en 2010, là où on avait énormément d'engagés. On a fait un épisode spécial sur les GT. On n'est pas loin d'un record justement, hein, avec le nombre de châssis différents. Ah bah voilà, on est revenu à cette période dingue. Et
on a de la diversité, comme je disais au début de l'épisode, avec 2 BM, 2 Aston Martin, 2 Lamborghini, 2 Lexus, 2 Corvette, 2 Porsche, 3 McLaren, 3 Ford et 5 Ferrari. Donc 5 Ferrari encore. Ah oui. il peut... Enfin, je pense que ça va être vraiment une édition classique en termes de GT. Dans le sens où, tu sais, il y a des années où quand il y avait cette diversité, justement, je repense à 2011, Ouais. où par exemple, tu peux avoir les Lotus, par exemple, le bloc moteur, voilà, ça tenait pas, ça cassait. Bon, bah les Lotus, ciao. Là, si ça se trouve, ça va être, je dis n'importe quoi, hein, les Aston Martin cette année, il va y avoir une pièce, un truc, un problème. Les Aston vont être hors course, ou les BM vont être hors course après 6 heures, ou les McLaren. Enfin, je pense qu'on va vraiment avoir cette hiérarchie par constructeur. C'est mon sentiment, hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais Si, c'est possible, ouais. parce qu'il y a quand même pas mal de modèles qui sont débutants aux 24 heures du Mans. Alors certes, là, par exemple, toutes les voitures en fait sont débutantes aux 24 heures du Mans, si on veut les par là, parce que ce sont des GT3, il n'y en a jamais eu au Mans. Mais la Ferrari 296, ça a déjà gagné pas mal de trucs, et notamment les 24 heures du Nürburgring en 2023, donc ça va, c'est solide, hein. Les McLaren 720, ça va. Les 911, bon, bah voilà, on compte pas le nombre de victoires. C'est des voitures qui ont toutes déjà gagné. Les M4 GT3, c'est pareil, j'en parle pas. Mais Bah, les M4 GT3, tiens d'ailleurs, au Road to Le Mans l'année dernière, c'était Jérôme Polican et Valentino oui, Rossi qui c'est avaient vrai. gagné une des deux manches. Voilà, mais je pense qu'il va y avoir quand même Le Mans reste Le Mans, qu'on le veuille ou non. Et je pense qu'il va y avoir ce phénomène de découverte des voitures. Là, je parle vraiment voiture, hein. Oui. Techniquement, la première participation d'une GT au Mans, il va y avoir des trucs qui vont péter. Bon, sur les Mustangs, on sait à peu près ce qui va péter. Mais chez les autres, il y a des trucs qui vont péter aussi, tu vois. Et ça va être intéressant. Je pense qu'il va y avoir cette hiérarchie par constructeur. On va voir rapidement que les Corvettes, par exemple, sont totalement hors course. Et que les McLaren, waouh, sont... bah, c'est les voitures qu'il faut avoir. J'en sais rien. C'est Eh vraiment ben, un hasard, mais... moi je me dis, alors je sais pas si t'as dit ça par hasard, mais les Corvettes, je les vois peut-être pas mal. Alors notamment avec l'équipage Andrade et Eastwood Van Rompuy, ça a l'air solide quand même chez TF. Et puis pourquoi pas les BM? Moi je vois bien des constructeurs qui en fait ne gagnent pas en hypercar, Oui, qui soient vainqueurs en LMGT3. Alors je te dis ça, et Porsche sera quand même pas loin de la victoire, mais je vois bien les BM M4 et pourquoi pas, tiens, le numéro 46 avec l'arty Maxime Martin et Valentino Rossi. euh, oui, Ça va être dur, hein. ça va être dur. Bah, écoute, ouais, si, Maxime Martin, c'est du... Est-ce que c'est pas mon favori en termes de cœur, hein, comme je disais tout à l'heure, je préférais que la Hyundai se gagne. Après, ouais, sur le plan... Allez, si on regarde vraiment... Attends, je passe en revue comme ça en même temps. Ben, pour vraiment l'équilibre Ouais, des vas-y. performances sur un équipage, il faut vraiment qu'on ait un pilote bronze qui soit extrêmement expérimenté, Mhm. et puis, enfin en tout cas très rapide, Sarah et Bovy. puis à côté, deux très bons pilotes. C'est vrai que Valentino Rossi, on ne sait pas ce qu'il vaut sur 24 heures au Mans, j'allais dire. Donc cette transition, bah, va falloir la voir, hein. Maxime Martin, on connaît sa pointe de vitesse. Je sais pas, on va dire qu'un équipage plus équilibré, bah, de toute façon les Irondems, c'est un équipage plus équilibré. Mhm. Chez Monte, faut pas se le cacher, on a Litz, Maurice Schuring et Yasser Chahine, alors qui est le pilote bronze, mais franchement, ça peut être efficace. Et quand on voit ce qu'ils ont fait à Spa, c'est vrai que cette Porsche, elle peut être impressionnante. Moi, après, je vois bien aussi, pourquoi pas, une Aston. Ça peut le faire avec peut-être Riberas, James et Mancinelli sur la Heart of Racing Team. Il y a aussi AF Corse qui, pour moi, est vraiment l'équipe qui mise sur, tu sais, le gentleman bah, fortuné, Oui, hein, Thomas Flor, il est plus que multimillionnaire. Tu sais, vraiment dans l'esprit gentleman qui a un grand train de vie et qui fait du sport auto. Et en fait, ça donne naissance à des équipages. Quand tu regardes les équipages 54-55, on a les pilotes bronze, c'est François Herriot d'un côté et Thomas Flor de l'autre. Et oui, ils sont quand même pas trop mal accompagnés. Quand il y a David Erigon d'un côté et Rovira de l'autre, ouais, c'est clair. c'est c'est plutôt des bons mecs avec qui partager la voiture. Sinon, moi, j'aimerais bien, j'ai envie de croire en... Je sais pas, là, je me lance dans un truc complètement improbable, mais j'ai envie de croire en Lamborghini avec la 60, avec Schiavoni, Cressoni et Pereira. C'est juste parce qu'il y a Franck Pereira dessus, je me dis que ça serait pas mal, Ah oui. mais Ben, en ça fait, va être dur. c'est vraiment ce qu'on disait, Mm. hein. Comme tous les équipages en GT cette année, il n'y a plus de GT Pro, GT AM, vont devoir compter sur leur pilote bronze. C'est vrai qu'au Mans, c'est peut-être un peu plus, j'allais dire, ouvert pour les bronzes. On n'est pas à Imola, quoi. Donc il y Ouais, a peut-être
plus de possibilités pour les pilotes bronze, déjà pour se reposer entre guillemets dans les lignes droites, essayer de faire des relais un peu plus longs. Je sais pas comment ça peut se passer. Claudio Schiavoni fait pas beaucoup d'erreurs. Malheureusement, c'est vrai qu'en termes de rythme, il est parfois un petit peu en dedans. Donc il faudra vraiment compenser pour Cressoni et Franck Pereira, quoi. Donc toi, tu m'as donné ton favori ou pas? Je sais plus. Qu'est-ce que tu m'as dit? Bah, Ouais, voilà, est-ce que c'est j'ai ça. donné mon favori? Je vois BMW. Honnêtement, je vois BMW en GT3. À voir ce que ça peut donner, mais les BM, surtout si on a une édition, comme tu l'as dit, qui est un peu fraîche, Oui. où il y a des changements de température, changements d'adhérence, de pneumatiques, etc. Enfin, ils sont tous en goodyear, hein, mais je veux dire, changement au niveau de la météo. Je vois bien BMW avec WRT. Ok. Bah moi, je reste sur ma Lamborghini 85, et sinon, si on met le cœur de côté et qu'on regarde un peu plus techniquement, ouais, une BM de chez WRT, ça paraît pas mal. Les McLaren aussi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup. Pareil, un Ouais. peu, pas le clin d'œil de l'histoire, mais ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu une McLaren au départ des 24 heures du Mans. Et ils ont eu ce côté, tu sais, en 95, c'est la première fois qu'une McLaren participait. Elle gagne Oui, dès sa ça première sera en course. 2025. Bah voilà. Ah ok, toi tu veux vraiment l'histoire. Parce que Ah, moi, je veux l'histoire jusqu'au bout. moi, je voyais plus le côté première fois que la GT3, la McLaren Ah oui. vient au Mans, boum, et gagne direct, quoi. Tu vois. De toute façon, il y Ah, aura c'est pas forcément un mal. vainqueur inédit. La voiture qui gagnera en GT3, ça sera sa première victoire dès sa première participation, forcément. De toute façon. Donc, Ah, c'est intéressant de voir ça comme ça. On n'a malheureusement pas parlé des Lexus. Je pense qu'elles sont encore un petit peu trop tendres, hein, en termes de perf. Ces Lexus GT3, c'est pas la même réglementation que ce qu'on voit en IMSA, hein. C'est pas des GTD à proprement parler. Les Lexus, elles sont bien exploitées par l'équipe oui. ASP Team. Mais voilà, on va dire qu'ils ont peut-être pas toutes les cartes en main. On va voir. Il y a des bons pilotes, hein. Kelvin van der Linde aux côtés de Arnold Robin et Timur Bogustowski, c'est pas mal aussi. Esteban Masson qui va participer aux 24 heures du Mans, et José Maria Lopez quand même, le seul vainqueur de cette liste des engagés qui n'est pas en hypercar. Il y a 12 vainqueurs engagés, et c'est José Maria Lopez donc qui est en GT3 et qui ne sera pas donc en hypercar. Mais voilà, on va dire que l'équipe Acodis ASP avec la Lexus, c'est quand même l'équipe sœur de Toyota, parce que la preuve, hein, d'ailleurs, ils vont être placés juste à côté de Toyota, donc dans les deux stands éphémères où on retrouvait habituellement United. Bah là, United, comme ils ont l'engagement McLaren et deux LMP2, ils ont été mis au milieu de la voie des stands. Non, mais ouais, il y a chez Lexus, Acodis, ASP, faut aussi le voir, la course dans la course, il faut aussi voir que là, on prépare l'avenir. Il y a une Lexus GT3 qui est en développement, une nouvelle, parce que là, on est sur une voiture qui est très ancienne. On l'avait déjà dit dans un épisode, mais je crois que l'architecture date de 2015, donc c'est un dinosaure qu'on voit en piste, hein, quasiment. Donc là, ils sont en train de Ouais, travailler sur une nouvelle voiture, et moi, je connais pas assez, je suis pas assez dans les secrets des équipes, des financements, de quel pilote est là, pourquoi, pour quelle raison, mais clairement, il y a des pilotes qui ont envie de se préparer un avenir. Je pense à Esteban Masson, comme tu viens de le citer. José Maria, voilà, je l'adore ce pilote, il me fait rire, mais il est en pré-retraite peut-être, mais je pense qu'il se voit bien aussi avoir un rôle dans la future GT3, dans le développement de la pourquoi voiture. pas? Euh, Bokuslavski, qui est un pilote que j'ai beaucoup vu en IGTC et en GT World Challenge, qui là débarque, c'est pareil, je pense que c'est... Enfin voilà, il y a des pilotes qui ont un intérêt à se positionner pour la suite, parce que puisque Toyota et Lexus développent une voiture pour le GT3 qui va être du coup nouvelle quand elle va débarquer en 25 ou 26, Ouais. t'as envie de faire partie de ce genre de programme, quoi. C'est très très ambitieux, je pense. Il y a des équipages quand même assez impressionnants, hein. C'est vrai que quand tu vois même sur le listing, je veux dire, les trois noms qui sont à côté, Sail Yuluch qui revient, alors qu'on avait souvent l'habitude de le voir en LMP2 ces dernières années, avec Larry Tenvoord et Giacomo Petrobelli sur une Ferrari. Larry Tenvoord, qui a l'habitude de rouler en Porsche, sera sur une Ferrari de l'équipe JMW Motorsport. Donc vraiment, j'allais dire, c'est assez surprenant parfois, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de crossover comme ça, puisque vu que cette année, le plateau GT est totalement chamboulé, puisqu'on n'a plus les GTE, et que donc il y a une diversité de voitures. C'est mon mot aujourd'hui, diversité, je sais pas pourquoi. Je suis que bon là-dessus. Il y a une... J'arrive pas à trouver un synonyme. Bref, tu m'as compris. Il y a plein de nouvelles voitures. Si tu étais marié avec Ferrari ou avec Porsche, c'est compliqué de trouver un volant. Donc enfin, je suis pas un spécialiste de toutes les arcanes du GT, mais effectivement, il y a des pilotes. Alors certes, on a Franck Pereira sur une Lamborghini, enfin tu vois, il y a quand même des variables où tu te reconnais, tu sais où t'es. Klaus Bachler sur une Bien Porsche, sûr. on est bon. Mais
Il y a quand même, je vois Nico Pino chez McLaren, enfin, tu vois, il y a des trucs, des croisements un peu. C'est marrant, quoi. C'est parce qu'il y a eu une redistribution des cartes, quoi. Ouais, c'est vrai. Nico Sean Pino qui fait Gelael aussi, partie d'ailleurs c'est. Ouais, du groupe Stellantis. voilà, c'est ça qui est, suivi par Peugeot, enfin, qui veut le faire aller jusqu'à l'hypercar. Je sais pas s'il a envie, mais. Si, il doit Ouais, avoir bon, envie. ça serait. Mais Sean Gelael, c'est la Je première pense. participation en GT aussi, si j'ai pas de bêtises. Avant, il était que en P2. Oui, Tu vois, c'est des il était pilotes. en P2, ouais, Ouais, tout à c'est des fait. pilotes qui. Bon, il y a Augusto Farfus chez BM. Tu vois, je te dis, c'est comme des phares dans la nuit. Ça, c'est bon, quoi. Augusto Farfus, il peut pas être sur autre chose qu'une BM, c'est sûr. Mais t'as d'autres pilotes qui ont un peu bougé, et ça, c'est très intéressant aussi. Ouais, c'est vrai. Maxime Martin qui Oui. maintenant est de retour au Bercail avec BMW aussi. C'est vrai que c'est pas mal. Martin Rossi à l'Arty. Et Je te c'est dis, moi, vrai, c'est vrai. ça va faire des Non, étincelles. c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que celle-ci, elle est quand même pas mal, ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Et puis WRT a envie de bien faire. Je vais aussi parler des absents, juste avant de s'intéresser à notre actu, évidemment, pour conclure cet épisode de passage en revue de différents pilotes. Pas de Romain Dumas, après 23 ans consécutivement. Et en 2001, il avait fait ses débuts avec l'équipe Freisinger Motorsport. Et bah alors je sais que 24, c'est dans la tête, hein, c'est juste un nombre, mais ça aurait été une 24e participation consécutive pour Romain Dumas. On sait que Emmanuel Collard avait stoppé sa série également à 23. Il avait 23 départs consécutifs. Le club des Et, 23. et c'était en 2018. Alors après, je crois qu'il a refait des participations, notamment avec Penske en LMP2, donc il en est doit 24 ou 25. Mm. Mais voilà, Romain Dumas ne sera pas là, malheureusement. Julien Canal non plus. Première absence depuis quasiment, je crois, 18 ans, si j'ai bien compté. Très très déçu pour Julien Le Manceau qui a l'habitude de rouler, qui a beaucoup gagné d'ailleurs. Il a roulé en GT, il a roulé en LMP2. Mm. C'est Ouais, c'est un pilote qu'on aurait aimé voir. Et puis Olivier Plat aussi qui n'est pas là, pas présent. Thomas Laurent qui n'est pas dans la liste des engagés. Et Christian Ried qui a pris officiellement sa retraite. C'est vraiment officiel maintenant parce que sa voiture a bien été confirmée, la voiture de chez Proton, la Ford numéro 44. Mais il ne sera pas avec Ben Tuck et Christopher Miss, qui a gagné d'ailleurs les 24 heures du Nürb il y a quelques jours de ça. Il sera avec John Hartshorne. Donc, bon, pas sûr que ça aille très vite pour la Ford. Mais en tout cas, cette voiture, cette troisième voiture de chez Proton, eh bien, elle va l'occuper. Christian Ried, qui est vraiment maintenant à 100% team manager, à 100% gestionnaire de son équipe. Il va y avoir du travail hein, pour Proton. Hein. Ah bah là, ils vont avoir ouais, ils vont avoir beaucoup de boulot dans la semaine. Mais comme plein d'équipes qui sont C'est vrai. entre plusieurs disciplines. Non, tu parlais des absences, ça me faisait penser à un truc. Oui, ça, c'est ce que je voulais dire. On n'est pas à l'abri quand même qu'il y ait un pilote qui se prenne une boîte aux essais et C'est qu'il vrai. faille au dernier moment le remplacer. Je sais pas où sera Romain Dumas pendant la semaine des 24 heures du Mans, mais si ça se trouve, il va être dans un petit Algeco avec son casque et sa combi en train de patienter parce que ça s'est déjà fait hein, dans les éditions récentes où au dernier moment, il Oui, y a un tout à pilote fait. qui change ou qui a un problème de santé. Enfin, il y a plein de trucs. Hein. Je suis pas en train de dire que je veux qu'il y ait un accident. Voilà. Mais tu sais, il y a toujours des pilotes comme ça qui se baladent dans le paddock et qui attendent au cas où. Et Romain Dumas, Bien sûr. clairement, il est déjà qualifié. Hein. T'as pas besoin de faire 50 000 formalités pour le mettre dans la voiture. Donc, si ça se trouve, on peut avoir une surprise de dernière minute. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, on a beaucoup de pilotes aussi qui sont en road tout le Mans et qui attendent leur heure. Bon, moi, je pense à Valentin Asclot qui Bien avait sûr. envie de participer, qui avait une voiture avec Derek Debourg et avec Maxime Robin. Finalement, elle est restée sur la liste de réserve, mais ils vont participer à Road tout le Mans avec Derek Debourg. Il y a vraiment un projet derrière, toujours avec Aston Martin, évidemment. Donc, à voir, mais c'est vrai qu'il est possible qu'il y ait certains pilotes qui soient avec leur combinaison, leur Oui. casque et qui attendent T'as ta patiemment. licence, toi aussi, non? Non, t'as pas ta licence? Oui, bien sûr. La licence amateur éclairé. Dans la nuit, c'est pratique. Bon, alors, là, bah, c'est. Ah, l'instant promo. Il y a, Bon, il y a une actu? C'est quoi ton actu? ah bah alors, bah c'est quoi? Bah justement, alors l'actu, bah, oh, je pense qu'elle va tourner autour d'une épreuve C'est sartoise. vrai? Ah oui? Ah, je pense, parce que dès bah, cette semaine-là, à la sortie de ce podcast, moi j'ai mon podcast aussi qui sort, c'est un épisode sur Hervé Guillaumard. Hervé Guillaumard, il a été Oui. directeur du circuit Bugatti pendant des années. Il est maintenant chargé de mission patrimoine à la CO. Il fait des visites
au musée. Il fait aussi des visites pendant les 24 heures où il tourne un petit peu avec des groupes de visiteurs qui veulent découvrir les 24 heures. Donc c'est un épisode super intéressant. Hervé Guillaumard, c'est une bible Hmm. et je suis trop heureux d'avoir pu passer du temps avec lui. Donc vraiment un épisode à écouter. Et puis donc, eh bien, dès le samedi, je serai au pesage pour l'ACO pour faire des vidéos, des interviews de pilotes, pour pouvoir préparer cette belle semaine où les vidéos que je vais enregistrer et que je vais tourner avec les caméramans et women qui sont à mes côtés et les monteurs aussi, eh ben, seront diffusées sur la fanzone, sur les différentes fanzones. Et puis j'aurai le plaisir aussi de commenter un petit peu sur l'application officielle du WEC. Donc ça va être une semaine bien chargée, hein. Ok, bah écoute, profite bien. Ça va être trop bien. Quoi- Dès samedi, toi, tu seras quand toi, au Mans? Ah, Parce que toi aussi, tu vas être au Mans. Ah oui, je viens, oui, si, je viens. Allez, Bah, finalement, tu viens. ouais. Moi, je vais arriver pour la journée test. Je fais un programme un peu plus court D'accord. que d'habitude, mais j'arrive au moment de la journée test, qui est déjà pas mal, parce que il y a pas mal d'années où je faisais beaucoup moins, hein, mais bref, en gros, je vais faire la semaine entière là-bas. Et bah moi, mon actu, c'est que là, je bascule. On est collègues quasiment pendant une semaine, en fait. puisque, Bien euh, sûr. puisque je fais partie de l'équipe des rédacteurs pour le site officiel des 24 heures du Mans. Donc, un travail de l'ombre finalement. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'équipe de rédacteurs. Et pendant les 24 heures du Mans, vu qu'il y a pas mal d'informations et que c'est assez intense comme rythme, ils font appel à des prestats extérieurs comme moi. Et du coup, voilà, je contribue au résumé de séance, notamment à suivre l'hyperpole, à suivre la course, à faire les points horaires, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a plein de trucs, il y a les vidéos, il y a le contenu notamment que tu produis, même s'il est visible au circuit, mais il y a une quantité de sources d'informations et il y a l'application du FIA WEC, tu en as parlé un petit peu, qui est très très bonne pour suivre la course. Mais n'oubliez pas aussi le site officiel des 24 heures du Mans, 24h-lemans.com. Là, tu vois, je fais la promo parce que je bosse pour eux cette Bien semaine sûr. C'est où normal. bah voilà, il y a une volonté de la CO depuis plusieurs années. Je dis ça parce que moi, ça fait ma 10e édition avec la CO dans l'équipe de Rédac. Il y a une vraie volonté de proposer du contenu de qualité et surtout d'être réactif. Donc, il y a les résumés de séance dans la foulée, il y a des infos, les points horaires. Enfin, c'est exactement comme un média spécialisé pourrait le faire. Il y a une envie d'être exhaustif et d'être précis sur la course. Donc voilà, évidemment c'est dans Google Actu, c'est quand vous faites des recherches vous pouvez trouver, mais n'hésitez pas à aller consulter le site officiel en plus de vos lectures habituelles si vous êtes lecteur d'Endurance Info, si vous êtes lecteur d'Endurance 24, Pitlane Vision 24. Ouais. Il y a plein de sites d'actu sur l'endurance et il y a notamment le site officiel des 24 heures du Mans. Et il y a aussi Endurance Mag, bien Et sûr. Mais ouais, il y ça, a vous le aussi savez. Endurance Mag et du coup là je passe le relais pendant la semaine, j'ai pas ma casquette Endurance Mag. Enfin, je l'aurai sur la tête, mais je serai pas aux manettes d'Endurance Mag, voilà. Oui, parce que si on veut te reconnaître, si on veut organiser une petite rencontre, si on arrive à trouver un petit peu de temps, on te voit toujours avec une casquette sur la tête, hein, Geoffroy. Exactement, c'est ça. Et pas que dans les paddocks, hein, parce que je fais partie, on est plusieurs comme ça à avoir quand même comment dire, ce plaisir et cette envie d'aller se balader ailleurs aussi. Alors, quand je dis me balader, j'ai mon boulot, hein, je suis en train de bosser pour la CO, Bien mais sûr. aller Enfin, chercher des découvrir. infos et comprendre ce qui se passe pendant la course, c'est aussi aller en zone spectateur, c'est aussi aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre, tu vois, j'ai déjà des choses de prévues, notamment dans le paddock Lamborghini, dans le paddock Road to Le Mans, pour aller aussi voir ces pilotes qui sont en train de monter dans la discipline, de s'intéresser, enfin voilà, il y a plein de choses à faire, donc évidemment, si on se croise, n'hésitez pas à faire un petit coucou, carrément. C'est génial, c'est génial. Bah voilà, donc en tout cas, de belles actus, le podcast Trajectoire, le podcast Endurance Club et les différents articles. J'espère que tu passeras un petit moment aussi avec moi au micro sur l'application officielle WEC. Voilà, l'invitation est lancée en tout cas pour que tu parles aussi de ton métier de rédacteur et de ton implication auprès de la Ah bah CO. écoute, je vais voir si j'ai une carte de sortie pour ça, mais en tout cas, oui, il y a des passerelles possibles, c'est clair. Et donc toi, tu connais déjà tes horaires? Non, tu sais pas, ça c'est le planning, ça va être fait plus tard, ça. Ça va être un petit peu mouvant, comme Oui. d'habitude. Si, globalement, je vais être dès les essais libres, hein, dès les essais libres au micro. Il y aura aussi Jacques Lenis qui sera au micro, et puis Tristan Gomandi qui sera avec nous pour commenter sur l'application officielle WEC. On est très heureux justement d'avoir pu bah voilà, constituer une équipe. Je serai aussi au micro pour Road to Le Mans et les différentes courses support, sauf la Fun Cup. Malheureusement, je n'aurai pas ce plaisir parce qu'il y aura la parade en ville, la parade des pilotes, où j'espère qu'on pourra aller tous les deux justement
eh bien, au plus près et donc aller rencontrer nos pilotes qui vont avoir des bains de foule. Ah bah là, Espérons-le. ça va être la fête populaire. Juste petite coulisse et après on va pouvoir clôturer cet épisode, parce que ça fait 1 heure déjà qu'on est ensemble, mais Ah oui. lorsqu'Anthony dit que les plannings sont mouvants, il faut juste que vous sachiez que là on enregistre le lendemain des 24 heures du Nürburgring, où si vous suivez un petit peu, vous avez vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses quand même. Donc Anthony a eu un Non. week-end compliqué en termes de planning. Voilà, c'est ça, exactement. C'était chargé en termes d'horaire, pas forcément en termes de course. Ouais, Mais voilà, c'est ce qu'on aime en tout ouais. cas. C'est toujours sympa. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Geoffroy. C'était toujours très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien faire la petite promo aussi, de mettre des étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, sur les plateformes de podcast, sur bah, voilà, peut-être un commentaire sur Apple Podcast. Je suis pas encore un expert de tout ça, mais avec Trajectoire et avec Endurance Club, je commence à m'y mettre un petit peu, hein, Geoffroy, mais voilà, on a de bons retours de votre part, donc bah, déjà on vous remercie, et puis bah, on va continuer à monter en puissance, tout simplement. Bah, de toute façon, là, c'est la semaine de l'année où on va avoir le plus d'exposition. Je parle pour moi qui suis vraiment Bien sûr. spécialiste endurance. Toi, tu es spécialiste de plein de disciplines, mais en tout cas, moi, c'est clair que c'est professionnellement parlant la semaine la plus importante de l'année. Donc voilà, comme tu l'as dit, n'hésitez pas si vous aimez ce qu'on fait. Et si vous avez aussi des pistes d'amélioration, on n'est pas en train de se glorifier là. Si vous avez des idées, des choses que vous voudriez voir différemment, etc., n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et aussi, allez faire un tour sur endurancemac.fr parce que j'ai enfin terminer cette liste des Ah, engagés ça y est. qui est augmentée, c'est-à-dire que pour chaque pilote, vous pouvez avoir un aperçu de son palmarès, enfin plein d'infos pour vous aider à mieux vivre la course des 24 heures du Mans, entre guillemets, et c'est un outil que moi, je vais utiliser pendant la course, donc voilà. Pour l'avoir, c'est assez simple, vous allez sur endurancemac.fr, vous allez voir sur la page d'accueil, je vous invite à cliquer sur un lien pour accéder, c'est un Google, un document Google qui est partagé, il vous suffit juste de me lâcher votre adresse email, comme ça après on peut rester en contact et pendant le reste de l'année, je peux vous envoyer des infos et notamment des bons plans, des promos, des produits dérivés en rapport avec l'endurance et puis aussi des liens vers le podcast quand on sort des choses. Mais voilà, il vous suffit juste de remplir le formulaire, un nom, un prénom, un mail et vous avez accès au document et ensuite vous pouvez l'utiliser pendant la semaine, pendant la course comme vous voulez. Eh ben génial, c'est parfait, ça a été complet. Merci beaucoup à vous toutes et tous, merci Geoffroy. Et puis donc, ben, on se donne rendez-vous très vite, hein, peut-être même dans moins d'une semaine, je ne sais pas. Mais on devrait pouvoir revenir sur la journée test de ces 24 heures du Mans, la 92e édition, qui verra 2 champions du monde sur la grille, outre évidemment les champions du monde du WEC, hein, puisqu'on aura Valentino Rossi et Jenson Button. On va se régaler en tout cas. Et donc, si vous voulez faire partie du club, de cet Endurance Club évidemment, vous le savez, c'est toutes les semaines, voire même un petit peu plus, lors de la semaine des 24 heures, pour tout savoir, tout comprendre de ce monde de l'endurance qui nous plaît tant. Salut et à très vite sur donc les plateformes de podcast pour Endurance Club.